Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Vous êtes nombreux à vous interroger un peu sur mon silence et vous faites parfois des idées cafardeuses, mais je voudrais vous rassurer que tout va bien. Je sais que dans cet exil compliqué, tout peut arriver, mais je puis vous rassurer que en ce qui concerne la santé, tout va bien. Je suis tout simplement une forêt qui pousse. Et comme vous le savez, la forêt pousse silencieusement. On entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Donc, souffrez parfois de mon silence. Je sais que l'actualité est abondante au Gabon avec ces procès dignes d'une parodie de justice, mais je suis parfois obligé de me taire pour me concentrer sur ce qui peut faire la fierté du Gabon demain, parce que un lion en chasse ne rugit pas. Un lion en chasse ne rugit pas. Donc souffrez parfois que je sois silencieux. Je vois que vous êtes nombreux à tenter de me joindre sur mon WhatsApp du balcon et ne pas avoir une suite à vos appels ou messages, mais ce n'est pas fait de gaieté de cœur. Je suis tout simplement occupé. Et comme vous le savez, je suis un enfant né au village. Et quand on est né au village, on ramasse souvent les pierres qu'on nous lance pour construire l'édifice de l'avenir. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que je vous abandonne dans le combat. Non, moi je ne suis pas prêt à abandonner le combat. Ceux qui se font ces idées-là seront déçus. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Je ne suis pas les combattants alimentaires qui abandonnent le combat lorsqu'on leur présente des friandises. Moi, je suis arrivé dans ces combats avec les raisons bien légitimes et je le mènerai jusqu'au bout. Si vous me voyez silencieux, c'est parce que j'ai d'autres occupations. Je vous avais parlé de ma carrière d'écrivain que je commençais et
souvent à l'entame de quelque chose, j'aime m'y appliquer. Même dans le journalisme, lorsque je commençais le journalisme, je m'appliquais énormément et ce qui a permis d'asseoir mon autorité. Évoluant dans un environnement compliqué comme celui qui était celui de mes débuts, j'avais compris que le professionnalisme et le savoir-faire étaient mon seul parrain. Je ne suis pas entré dans les réseaux maçonniques, non. Je n'ai pas intégré les réseaux de recto verso parce que beaucoup prenaient les raccourcis. Mais moi, je suis né au village et je sais que le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. Même s'il est le chemin le plus court, mais il n'est pas le plus sûr. Et j'évite justement de faire en sorte que j'emprunte ce chemin qu'est le raccourci. Je sais que les Gabonais souffrent. Ça, sincèrement, je souffre avec les Gabonais. Et comme je vous l'avais dit, je suis la somme de tous les misérables. Je suis la somme de toutes les ethnies du Gabon qui souffrent. Quand quelqu'un souffre au fin fond de Bissobilam, là-bas, je souffre dans sa chair. Quand quelqu'un souffre du côté de Oskama, je souffre avec lui. Quand il souffre du côté de Chimazok, je souffre avec lui. Quand il souffre du côté de Chimani, je suis à ses côtés. Quand il souffre dans les fins fonds de Massana, je suis avec lui. Parce que je suis la somme de tous les Gabonais. Et quand je prends la parole, je me sens d'abord Gabonais. Donc, sachant que les Gabonais souffrent, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas me taire par plaisir. Non. Je souhaiterais quand même qu'après 7 ans de présence sur les réseaux sociaux, que vous appreniez à me connaître. Beaucoup de gens me jugent sans me connaître. Et c'est bien dommage. C'est ça le problème des Gabonais. Le problème des Gabonais, c'est qu'ils jugent sont semblables sur la base des a priori, sur la base des racontards. Et ça, c'est une erreur grave qu'on commet souvent. Apprenez à connaître les gens. Parfois, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on dit sur eux est complètement faux. Mais les gens n'aiment pas écouter les conseils quand on leur dit que faisons comme ça. Ils trouvent toujours des astuces, c'est normal. Quand le petit de l'écureuil ne veut pas suivre sa mère, il dit que ça que lui fait mal aux yeux. Quand le petit de l'écureuil ne veut pas suivre sa mère, il dit que ça que lui fait mal aux yeux. Mais il est bon parfois d'écouter les conseils. Parce que ça nous évite certaines difficultés dans lesquelles on se trouve. Des difficultés parfois inextricables. Vous comprenez que ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et je ne vais pas passer toute ma vie aussi à répéter les mêmes choses. Vous avez des gens aux esprits obtus. Quand ils sont convaincus d'une bêtise, ils vont jusqu'au bout. Ils ne veulent pas changer. Or, faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillard. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillard. Regardez ceux qui nous gouvernent. Franchement, je parle d'eux parce qu'ils usurpent le pouvoir du peuple gabonais. Mais ce ne sont pas des gens qui valent grand-chose, quoi. Une fois que ces gens auraient quitté le pouvoir, on ne parlera plus d'eux. Parce que ce qui se passe en ce moment, j'ai reçu des messages là, sur WhatsApp, des personnes qui souffrent du VIH-Sida. Ces personnes me disent que depuis 2 mois, ils n'ont plus d'antirétroviraux. Depuis 2 mois, ils n'ont plus d'antirétroviraux. Donc, leur vie est menacée. Pendant ce temps, Ali Bongo se balade. Il va se taper des vacances en Corée du Nord, en Corée du Sud plutôt. Et là, après, il est allé je crois au Sri Lanka.
En tout cas, il est allé quelque part en Indonésie. Mais ce type de voyage, rien que le carburant de son avion, rien que le carburant de son avion, ça peut aider les malades du sida à se soigner. Mais il s'en fout. Il s'en fout, il voyage, il se la coule douce, parce que son objectif, c'est seulement de découvrir les friandises des autres pays. D'abord, il est incapable de construire son pays. Mais il est content d'aller dans les pays des autres. Mais comment voulez-vous que moi je puisse vraiment respecter des gens comme ça? Moi, j'ai appris que la politique, c'est un engagement au service des autres. C'est comme ça que j'ai appris. Chez moi, en pays Guissir, on m'a dit que tu dois être le chef de ta famille, le chef de ton clan, le chef de ta communauté ethnique, le chef de ta province, le chef de ton pays. Mais Ali Bongo n'est ni chef de sa famille, ni chef de l'État gabonais. Parce que la première mission d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Quand on prend des vacances, on se la coule douce dans les paradis fiscaux, on laisse des personnes atteintes du VIH-Sida sans antirétroviraux, vous pensez que cet homme-là mérite qu'on le respecte? Non. Il ne mérite pas. Et vous avez des gens qui le suivent pour dire le président. Vous pensez que les présidents sont encore des personnes non constituées? Non. Ils ont des problèmes. Regardez tout ce qui se passe là, avec les procès là. Des procès en fait qui étaient orientés contre des proches, d'anciens proches collaborateurs d'Ali Bongo. Mais en réalité, ce sont des procès contre l'institution qu'est le président de la République. Parce que c'est le président de la République qui est l'institution. Ce n'est pas la présidence de la République. C'est le président de la République qui est l'institution. Donc, on se retrouve avec un grand déballage si nous étions dans un pays sérieux. Mais les militaires auraient pris même le contrôle pour dire, bon, ça suffit comme ça. Ce type-là, il est parti en vacances, il reste là-bas. Mais comme nous sommes dans un pays où on accepte tout, mais c'est parce qu'on accepte tout qu'Ali Bongo et sa femme se permettent de faire ça. Ils connaissent que les Gabonais ne peuvent rien faire. Je vous dis souvent, si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Donc c'est nous-mêmes qui avons fait qu'Ali Bongo nous traite comme ça. Que sa femme nous traite comme ça parce que nous avons prouvé notre incapacité non seulement à nous aimer, mais aussi à nous unir sur l'essentiel. Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Gabon? Une dame, fut-elle présidente, disons, première dame, est-ce qu'elle a le droit de faire décaisser l'argent comme fait Sylvia Bongo? Non. Mais au Gabon, on accepte ça. Donc vous voyez que moi, au fond de moi, je souffre dans ma chair, je préfère me taire. Parfois, je peux avoir un temps dans la journée, en dehors des rédactions de mes livres, je peux trouver du temps dans la journée pour faire une vidéo. Mais parfois, je préfère me taire parce que c'est moi qui suis mal vu quand je dénonce ça. Quand je dénonce ce qui se passe, c'est inacceptable ce qui se passe au Gabon. Que des séropositifs puissent manquer de maladie de sida, qu'ils ne puissent mourir parce qu'ils n'ont pas d'antirétroviraux, et puis manquer de médicaments de sida, parce que les antirétroviraux sont... Et en plus, plus grave encore, c'est qu'en ce qui concerne les antirétroviraux, il y a même un commerce qui se fait à l'intérieur là-bas. Donc l'État fait venir des médicaments, et il y a des gens à l'intérieur qui vendent le traitement mensuel à 100 000 francs CFA. J'ai appris. En France, quelqu'un me disait, une amie me disait ce soir d'ailleurs, qu'en France, le traitement, c'est, si tu n'as pas, tu n'es pas déclaré à la sécurité sociale, c'est 1 000 € par mois. Et maintenant, au Gabon, on fait payer ça 100 000 francs CFA. C'est devenu un business. Donc, regardez un peu les choses du Gabon. Comment on peut accepter tout ça? Et il n'y a même pas de mouvement de gens qui puissent bouder. Mais quand vous ne boudez pas, mais vous ne boudez pas, mais vous souffrez en silence. Je vous dis souvent,
Qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Même eux-mêmes, les malades du sida. Mais jamais il n'y a aucun mouvement. C'est vrai que c'est une maladie qui fait honte pour ça. Mais non, il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte. Mais les gens peuvent s'organiser pour dire non, on doit bouler. Ce sont des humains. Ils ont droit à la vie. Vous avez votre fameux ministre de la Santé, Guy Patrick Bien. Mais il fait quoi? Il paraît que c'est l'ami très personnel de Sylvia Bongo. Mais pourquoi? S'il aime le Gabon, ce garçon, pourquoi il ne veut pas voir Sylvia pour dire écoute, vraiment je ne peux pas supporter ça. Il faut qu'on paye les antirétroviraux. Donc Guy Patrick Obia est uniquement là pour son ventre. Et vous pensez que moi je peux respecter des gens comme ça? Vous pensez que moi, Moulenda, je peux respecter des gens comme le Guy Patrick Obia, qui sont là uniquement pour leur ventre? Alors que sa proximité ou bien sa promiscuité avec la première dame pouvait être un avantage. Puisqu'on dit que c'est la première dame qui gère le Gabon, Ali Bongo ne gère plus. Mais d'accord, il est l'ami très personnel de Sylvia Bongo. Il est son médecin très personnel. Et pourquoi il ne va pas voir cette dame-là pour dire écoutez, là ça suit. Et quand vous voyez un rigolo comme ça passer, vous vous mettez à applaudir. Mais c'est pourquoi on vous traite comme ça. Et moi, je suis obligé à mon tour de me taire parfois. Parce que je suis dépassé. Est-ce que les Gabonais donnent le courage à ce qu'on parle? Moi, je ne souffre pas comme les Gabonais qui souffrent là-bas. Moi, j'ai à manger. Mais il y a des gens qui meurent d'inanition au Gabon aujourd'hui. Je vois des jeunes moins âgés que moi qui ont des AVC parce qu'ils se trouvent confrontés à d'inextricables difficultés de la vie au quotidien. Et ça, j'ai mal. Vous savez, j'ai posté un extrait de mon livre, le deuxième livre, que j'ai titré « Les blessures de mon âme ». J'ai titré ce livre « Les blessures de mon âme ». Le livre là va sortir à la rentrée, ne vous en faites pas. Parce que là, on est en retrait, on est en période de vacances. Mais vous avez vu que je parlais de mon passage chez les pygmées. Mais regardez même comment on traite les pygmées au Gabon. Regardez comment on traite les pygmées au Gabon. Ali Bongo ne traite même pas. À la limite, il ne respecte aucun Gabonais. Les pygmées, il ne respecte pas. Il est fort pour aller chercher les fétiches là-bas. Et vous allez découvrir beaucoup de choses dans ces livres-là. Les blessures de mon âme. Mais quand vous voyez bien, ce n'est pas tant mes blessures personnelles, mais c'est les blessures du peuple gabonais. Parce que, en tant que journaliste, j'ai voyagé à travers le Gabon chaque fois. Chaque semaine, j'étais parti dans le Gabon profond. Et en voyant les Gabonais souffrir, ça m'a fait mal. Parfois, je mettais 3 millions en poche quand je vais en week-end, je reviens, il n'y a même plus un centime parce qu'il y avait des difficultés à régler. Mais il n'y a aucun mal à faire du bien. Il n'y a aucun mal à faire du bien. Quand vous pouvez faire du bien à votre semblable. Et je disais même que pour avoir de la compassion, il faut commencer par considérer son semblable comme une partie de soi. Mais Ali Bongo ne considère pas les Gabonais comme ses parents, comme ses proches. Tout comme sa femme Sylvia Bongo ne considère pas les Gabonais comme ses proches. C'est pourquoi vous voyez comment il traite les Gabonais comme des moins que rien. Parce qu'Ali Bongo n'est pas Gabonais. Parce que Sylvia Bongo n'est pas Gabonais. Parce qu'un enfant, un Gabonais quand même. Un enfant né et élevé au Gabon, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Il y a quand même des malédictions, même si nous sommes dans une société sans valeur. Maintenant, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange de torsions sales et de cette propre. Les gens qui ont de la valeur, on ne les respecte pas. On respecte des rigolos.
Les gens qui détruisent le pays, ce sont ceux-là qu'on respecte. Et vous pensez que moi, je me fais quoi dans? Quelle est ma place là-dedans? Je suis parfois obligé de me taire. Parce que les gens ne sont pas... C'est terrible. Je vous assure, quand vous allez lire le livre Les blessures de mon âme, je vous conseille d'avoir déjà des pochettes, hein, d'avoir déjà des Kleenex. Parce que c'est un livre qui va vous arracher des larmes. Mais est-ce que c'est mes blessures à moi? Mais ce sont les blessures du peuple gabonais. Moi, je vous assure que j'ai eu mal en partant de ces villages des Pygmées. Parce que mon dernier séjour, avant de prendre l'exil, c'était chez les Pygmées dont je parlais là, dans l'extrait de ce livre. J'ai souffert dans ma chair en laissant ce peuple sans défense. Mais il n'y a pas que les Pygmées, c'est toutes les communautés qui souffrent. Parce que le système politique est tel qu'aujourd'hui, si tu n'as pas un parent à la sphère décisionnelle, tu souffres. Pour être évacué à l'étranger, il faut disposer d'un parent à la sphère décisionnelle de l'État, mais ce n'est pas normal. C'est l'argent du contribuable et tout le monde doit pouvoir jouir pleinement de ça. Or, aujourd'hui, c'est un petit groupe. Je vous assure que si j'avais les moyens de Jean Ping, si j'avais les moyens de Ginzu Bandama, Ali Bongo ne serait plus là. Si j'avais fait l'armée, je sais que je serais officier supérieur, Ali Bongo ne serait plus là. Parce que nous devons de sauver ces peuples. Vous ne pouvez pas être heureux quand les autres sont malheureux. C'est inacceptable. Vous avez vu, dans ce procès-là, vous avez vu tout l'argent qui est sorti. Mais donc, il y a de l'argent au Gabon. Nous avons beaucoup d'argent au Gabon. Mais lorsqu'il s'agit de régler les problèmes des Gabonais, il n'y en a pas. Et c'est ça qui me gêne. Donc, ils font du saupoudrage. Aujourd'hui, ils envoient des étudiants gabonais au Rwanda. On envoie plus d'étudiants gabonais en France au motif que ça coûte trop cher. Mais pendant ce temps, eux-mêmes, ils font des folies. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices. Pendant ce temps, vous vous tapez des vacances à l'étranger. Évidemment, je me rends compte que même les sorciers du Gabon les bloquent. Que les enfants qui veulent développer... On dirait qu'on aime l'obscurantisme au Gabon. On aime l'obscurantisme. On aime les ténèbres au Gabon. Parce que celui qui vient pour vouloir vous ouvrir les yeux, celui-là que vous cherchez à battre. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Et pourtant, il y a des puissants sorciers au Gabon. Il y a des puissants sorciers qui peuvent dégager Ali Bongo, même lui donner un AVC. Je connais où les trouver. Mais lorsqu'on dit aux Gabonais, on va s'entendre pour faire ça. Les Gabonais s'en foutent. Mais si on s'était entendu, quand je vous avais dit créons le Haut Conseil de la Révolution, si les gens s'étaient manifestés, Ali Bongo ne serait plus là. Si Ali Bongo ne serait plus en train de faire les sbroufs. Mais on ne m'a pas suivi. Donc je suis obligé de me taire parfois. Je suis obligé de me taire parfois parce que j'estime que je ne suis pas compris. Parce que c'est inacceptable. Si ceux qui sont au Gabon sont maraboutés parce qu'il y a un fort taux de caca dans l'eau de la SCG, mais il y a quand même les Gabonais qui sont à l'étranger. Si nous sommes même 100, on peut libérer le Gabon. Mais aujourd'hui, c'est la politique de chacun pour soi. Regardez un peu la honte. Regardez-moi ce petit lapin famélique qui recherche. Ils ont amené d'abord les Gabonais à insulter Ali Bongo. Ils ont amené les Gabonais à haïr Ali Bongo. Maintenant, ils repartent aujourd'hui à côté d'Ali Bongo. Ce n'est pas une honte, ça. Vous appelez ça la personnalité? Ils n'ont pas de personnalité. Mais malheureusement, ce sont les gens qu'on respecte. Malheureusement, ce sont les gens qu'on respecte. Les rigolos là, les petits lapins faméliques, les mécontents, ce sont ceux-là qu'on respecte. Et parce qu'au Gabon, il n'y a plus de valeurs. Les personnes qui ont des valeurs, il n'y en a plus.
le monde est corrompu. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Comment voulez-vous libérer le pays comme ça? Mais c'est pourquoi ces nomades foutent ces bordels. Mais je vous assure une chose. C'est que je ne mangerai pas de ces pains. Parce que moi, j'ai de la personnalité. Vous savez une chose. Il y a quelque chose qui m'a sauvé. Je vous fais une confidence déjà avant que le livre ne sorte. Je vous fais une confidence. Puisque vous allez lire ça dans le livre. Il me restait quelques heures à vivre au Gabon. J'ai tout essayé pour faire reculer le régime d'Ali Bongo pour m'assassiner. Pour ne pas m'assassiner. Ce régime était déterminé. La seule condition, c'est qu'il fallait que je sois avec eux. Or, moi, Moulenda, après avoir démissionné de l'Union, je ne me voyais pas mais être avec Ali Bongo. C'est à quoi aurait servi d'abord de démissionner de l'Union. Donc la condition, c'est que je me taise. Et que je dise qu'Ali Bongo est beau, il a un beau costume. Et comme je disais, je ne peux pas le faire, ils ont dit qu'ils vont m'assassiner. Ils sont venus chez moi dans la nuit du 27 décembre 2014. Ils sont venus fendre la maison, la porte, pour aller arracher le passeport. Enfin, ils venaient pour m'éliminer, mais il y a un officier supérieur qui a dit, qui m'a appelé pour dire que petit part de ta maison. Et j'ai demandé à Adeline et aux enfants de dégager. Moi, je suis allé dormir à l'hôtel Mouabi à Ouzangé. Vous connaissez cet hôtel. Quand je suis venu le matin, ils étaient déjà là. Ils ont amené le passeport. Comme ils ne m'ont pas trouvé, ils se sont dit, sans passeport, il ne va pas voyager. On va le bloquer ici. Parce qu'ils avaient l'idée de m'assassiner. Ils avaient l'idée. Et ils avaient donné l'ordre aux gardes frontières de me bloquer. Donc j'étais bloqué au Gabon. Mais vous savez qui m'a sauvé? Mais c'était les gens à qui je rendais des services. Les officiers supérieurs de l'armée, là, il m'arrivait de leur rendre service, même par personne interposée. Quand je suis allé chez les pygmées, les pygmées dont je parlais là, pour l'initiation là, j'avais connu les pygmées là depuis 1998. Je partais chaque fois, au moins 2 fois par an, aller leur déposer à manger, leur déposer des vêtements, sans leur demander quoi que ce soit. Sans leur demander quoi que ce soit. Et puis, après tant de voyages, des dizaines de voyages, j'arrive là-bas, je suis en danger. Mais je ne partais pas pour m'initier, moi. Je ne partais pas pour m'initier. Je partais là-bas parce que moi, j'ai deux... pardon. J'ai deux analgésiques naturels. Quand je me sens déprimé, je vais soit à la plage ou je fais un bain de forêt. Quand je suis à la maison, j'écoute le documentaire. Je suis le documentaire. Ça me calme un peu. Mais le niveau de stress était élevé, que le documentaire et la plage ne suffisaient pas. Il fallait que je me trouve en pleine forêt tropicale. Et une seule destination m'est apparue opportune. C'était la destination de Mondoya. Donc je suis reparti et je savais que je partais où je pouvais être éliminé parce que je n'étais pas sûr de sortir du Gabon. J'ai fait le tour, j'ai dit au revoir à tout le monde parce que je savais qu'il allait être assassiné. Mais j'ai oublié de dire au revoir aux pygmées. Je suis parti là-bas et eux-mêmes, sans leur dire que j'avais des problèmes. Le vieux Nzambé dont je vous parlais, le soir, il a fait des consultations. La voyance, comme on appelle ça. Et il a dit, je te vois que tu es en danger, tu cherches à quitter le Gabon. Ils veulent te tuer parce que tu dénonces des choses. Il dit, bon, nous, on se doit de te protéger. Il m'a dit, on se doit de te protéger parce que toi, tu es venu chaque fois ici
Au moins 2 fois par an. Et quand tu viens, tu nous amènes la nourriture, tu nous amènes la boisson, tu nous amènes les vêtements. Mais tu ne nous demandes rien en retour. Ils m'ont dit, tu ne demandes rien. Or, les autres viennent souvent ici pour féticher, pour devenir ministre, pour devenir député. Mais toi, tu ne demandes rien. Maintenant, nous allons te rendre l'ascenseur parce que tu es en danger. Tu vas intégrer notre société secrète. Et c'est comme ça que ces gens m'ont initié à leur société secrète. On fait des protections pour que je sorte du Gabon vivant. Mais j'étais presque mort. Parce que le pouvoir d'Ali Bongo avait déjà prononcé ma messe de requiem. Mais j'avais dit au vieux Nzambé, mais vieux, ils ont déjà arrêté, ils ont déjà confisqué le passeport. Ils ont déjà donné des instructions à la frontière pour que les gardes frontières ne me laissent pas passer. Donc je ne peux aller nulle part. Parce que moi je ne pensais pas aller en exil et pourtant des personnes m'avaient suggéré ça. Mais il m'a dit, non, tu passeras. Tu passeras inaperçu. Ils ne te verront pas. Tout a été travaillé là-bas par ces gens. Et vous imaginez, je suis parti de Libreville. Demandez à Firmo Bamangama. Aucun gendarme ne m'a contrôlé. Celui qui m'a déposé avec Antoine Sima. Donc quand vous partez de Libreville jusqu'au Cameroun, en passant par le Wellington, vous imaginez le nombre de contrôles qu'il y a sur le chemin. Vous imaginez. On a franchi tous ces... Et les gendarmes me connaissaient de visu parce que j'ai travaillé souvent avec eux. Mais aucun gendarme ne m'a reconnu ce jour. Je me souviens même, il y a un qui était à Bitam, qui était en service d'abord à Mandi, qui était un grand ami. Quand je suis passé, j'étais assis même devant à côté du chauffeur et Antoine était au siège arrière. Parce qu'il voulait que je me mette au siège arrière. J'ai dit, je me mets devant. Il m'a dit, devant tu es exposé. Et en plus, derrière, il y a des vitres fumées. J'ai dit, non. Je me mets devant. Même Firmin n'a pas compris. Non, le maître spirituel, vous n'allez plus le retrouver. Il est décédé derrière moi. Ils ne vont rien faire. Ça, c'est des enfants. Ils sont zéro. Ne vous en faites pas. Je sais de quoi je parle. Donc, je suis passé devant ces gendarmes qui étaient un grand ami à moi. Que j'avais même vu un mois avant. Mais il ne m'a pas vu. Je suis sorti jusqu'à Kiosi. Mais ça, si j'avais été quelqu'un de mauvais avec les pygmées, si je ne les aidais pas, ils ne m'auraient pas aidé. Parce que je suis un enfant du village. Je les prenais comme mes parents. Je disais, mais les pygmées, c'est des humains comme nous. Pourquoi on doit les laisser comme ça sans vêtements? Donc, il m'arrivait de prendre, par exemple, 500 000 francs. J'allais acheter des t-shirts, j'allais acheter des shorts et j'allais leur donner. Mais sans savoir qu'un jour, j'aurais besoin d'eux. Je ne pouvais pas savoir un seul jour que j'aurais besoin d'eux comme ça. Mais je le faisais de manière désintéressée, par bonté du cœur. Mais regardez comment ils ont su que j'étais en danger quand je suis parti là-bas. J'ai passé 8 jours dans la jungle. La jungle, il n'y a pas de réseau. Vous allez lire le détail dans le livre. Et ça a été l'étape la plus marquante parce que les derniers moments au Gabon, c'est là-bas où je les ai passés, en pleine jungle. Et j'ai fait même des expériences folles que je ne ferai jamais, même si on me propose 10 milliards aujourd'hui, je ne reprendrai jamais ces expériences parce que c'est des expériences qui frisaient le suicide. Vous allez découvrir ça dans le livre. Mais ces gens m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu que, en tant qu'Africains, nous avons des pouvoirs qu'on peut mettre en branle. Pourquoi les gens là me combattent? Ils ne me combattent pas parce que je suis Jonas Moulenda. Ils ne me combattent pas parce que mes parents étaient concentrés au moment de me concevoir. Ils ne me combattent pas parce que je dénonce seulement leur truc. Mais parce qu'ils voient en moi, ils savent que spirituellement je suis élevé et spirituellement je peux les détruire. Ils le savent. Donc, naturellement, ils le font. Ils font. Mais moi, je vous dis seulement, essayez de me comprendre. Essayez de m'écouter. La solution pour le problème du Gabon, c'est une solution spirituelle.
On a dépassé tous les combats politiques. La politique a montré ses limites et là c'est un combat spirituel. Et on peut vaincre ces gens-là, ils ne sont rien. Ils n'ont que quelques marabouts qui sont avec eux. Mais spirituellement même, ils n'ont aucune enveloppe spirituelle. Ils n'ont aucune enveloppe culturelle. On peut les détruire. Malheureusement, on ne m'écoute pas. Et quand je me tais, les gens viennent demander, mais pourquoi tu te tais? Mais je suis obligé de me taire parfois. Je suis obligé de me taire parfois. Mais quand je me tais, ça veut dire que je suis complice. Hein. À ça, je ne serai jamais complice avec ces gens-là. Je ne serai jamais complice. Ça, vous n'allez pas me retrouver dans leur connerie là. Jamais de la vie. Vous n'allez jamais me retrouver dans leur connerie. Je ne le ferai pas. Parce que moi, j'étais... Et même quand je pensais aux paroles du vieux papa là, je vous ai donné un extrait du livre, un extrait du passage à Mondoya. Mais il y avait des choses. Parce que lui, il m'adopte comme son fils. Après tant de voyages, où j'allais souvent le voir en pleine jungle. Et je vous assure, parce qu'on arrive, on garde la voiture et on parcourt encore une dizaine de kilomètres dans la jungle, où les gens n'arrivent même pas. Mais moi, je faisais ces distances-là. Mais il disait, mais pourquoi cet enfant-là vient ici? Il fait autant de distances avec des risques, parce que je payais souvent des gares que je prenais dans un autre village modernisé de pygmées, sédentarisé. Je les prenais pour les amener, pour m'accompagner jusque dans la jungle. Mais sauf qu'ils disent, mais comment ce gars-là vient souvent chaque fois ici? Et c'est ça qui a marqué ce papa-là. Je lui rends hommage ce soir. Parce que c'est un homme qui m'a convaincu. Et je me suis dit, on n'a pas besoin d'aller dans les loges maçonniques. Pourquoi on doit aller dans les loges maçonniques? Non. Moi, je suis un pur traditionnaliste. Et je le reste. Et un traditionnaliste, c'est quelqu'un déjà qui a la science de la compassion. Vous ne pouvez pas avoir la science de la compassion. C'est des faux. Ceux qui vous disent qu'ils sont boutistes et ils font du mal. Non, ce sont des faux. Parce que le bouti n'est pas fait pour faire du mal. Le bouti, c'est fait pour construire la société. Sur la base des valeurs ancestrales. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui là. Même le bouti que je vois avec les gens aujourd'hui là. Mais j'ai appris beaucoup de choses, ces gens-là, chez les pygmées. Il y en a beaucoup de communautés comme ça au Gabon où il y a des valeurs. Mais est-ce qu'on les met en valeur? Est-ce qu'aujourd'hui, on est allé voir les pygmées pour dire qu'il y a une situation, le pays a des problèmes, aidez-nous? Non. Les gens vont les voir seulement pour faire des fétiches. Donc, moi je suis venu vous dire que je suis là. Je ramasse les pierres qu'on me lance pour construire l'avenir. Et l'avenir que je construis, je ne construirai jamais mon avenir à moi seul seulement. Si je construis un avenir, c'est un avenir qui va être profitable à l'ensemble des Gabonais. J'ai aujourd'hui 44 saisons sèches. Les années passent vite. J'ai à cœur de laisser aux Gabonais un héritage. Et je me bats pour ça. Ça peut être un héritage politique, ça peut être un héritage culturel. Ça peut aussi être un héritage matériel si j'ai l'argent pour le faire. Parce qu'on se souviendra de moi que de la manière dont j'aurais mené ma vie. Mais il faut déjà qu'on commence à enlever cette idée de vouloir s'enrichir. À quoi sert de s'enrichir? Quand on sait qu'on meurt, on n'amène rien avec nous. Ça ne sert. Contentez-vous du peu. Contentez-vous d'avoir de quoi payer à manger, de quoi nourrir vos enfants, de quoi les envoyer à l'école, les envoyer se soigner. Mais c'est pas quand vous voulez tout avoir, parce que ce sont des méchants, ce sont des personnes vides, les âmes vides, les esprits vides qui s'attachent au matériel. Vous savez, lors de mon initiation à Mondoya chez les Pygmées, ils m'ont appris les valeurs d'humilité, les valeurs d'humanité,
les valeurs de compassion. Et le vieux m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, il y aura des jours où tu n'auras rien à manger, rien pour te vêtir, rien que la rue comme abri. Mais il faut rester toi-même. Donc moi, en renonçant à ce que j'avais comme privilège au Gabon, je savais que j'allais souffrir de privations. Je savais personnellement que j'allais souffrir. En allant à l'exil, je savais que j'allais maintenant manquer de l'essentiel. Donc mon esprit a été... Mais tout est parti. Je vous dis que mon doya a été le point culminant de ce départ en exil. Le point déterminant. Parce que quand je sors de la jungle, je suis préparé déjà à aller en exil. Je ne passe... Lui-même, il avait dit, tu ne passeras plus une semaine. Évidemment, quand je suis arrivé, le 27, ils sont venus commettre la tentative d'assassinat chez moi. Je suis revenu à l'hôtel. Après, j'ai préparé le départ, je suis parti. Le vieux me l'avait dit. Donc, tout ce qui est arrivé, il me l'avait dit. J'étais déjà préparé. Même si moi-même, j'avais déjà cette dimension spirituelle. Mais lui, il m'avait préparé déjà à ça. Il m'a dit, ça, tu vas souffrir. Il m'avait dit, tu vas être trahi par des gens de ton entourage. J'ai vu. Vous avez vous-même été témoin de ça. Les vidéos sont encore là sur la toile. J'étais préparé. Les gens pensaient que j'allais mourir. Mais vous pensez qu'on meurt quand on est déjà préparé à quelque chose. Ce n'est pas tant un choc. Ça peut être une surprise, mais pas un choc. Parce que j'étais déjà préparé à ça. J'étais préparé pour qu'en exil, je ne sois pas là à mener la vie que j'avais à Libreville. La vie des directeurs d'un journal, le plus vendu. Non. Aujourd'hui, je me contente d'avoir à manger. C'est difficile pour les jeunes de concevoir ça. Pourquoi je dois m'encombrer? J'ai un vieux véhicule qui tourne. Pour moi, tant que ça tourne, ça va. Ça me permet de me déplacer. Je ne cherche pas à avoir la dernière, dernier Audi Q5 ou Q7. Non. Si je meurs aujourd'hui, on ne m'enterre pas là-dedans. Si je meurs aujourd'hui, même si j'achète un immeuble en France, mais on ne va pas m'enterrer dans cet immeuble. Ça deviendra peut-être le patrimoine de l'État français. Donc pourquoi nous faire du mal? Je suis choqué quand je vois Ali Bongo faire ce qu'il est en train de faire là. Quand je vois Sylvia Bongo faire ce qu'elle est en train de faire. Alors que demain, elle ne sera qu'un assemblage d'os entre les quatre planches. Je vous parlais l'autre jour de mes amis indiens. Et quand j'ai fait la connaissance de ces amis indiens, ils m'ont suggéré de suivre beaucoup d'enseignements indiens. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve chez les Indiens, que j'ai trouvé chez les Pygmées. Et je me demandais même si, est-ce que les Pygmées, les Indiens là, ne sont pas partis. Hein? Vous voyez les Amérindiens, est-ce qu'ils ne sont pas partis d'un point commun? Parce qu'ils ont même les mêmes traditions. Ils ont les mêmes traditions. Les Pygmées et les Amérindiens là. Ou les Indiens tout simplement. Ils ont les mêmes traditions. Je ne sais pas comment... Quand j'ai vu ça, je me dis, mais tiens, c'est formidable. Regardez-vous même le documentaire même sur YouTube. Hein. Vous allez voir un documentaire des Pygmées, vous allez voir un documentaire sur les Amérindiens, vous allez voir que c'est la même chose. Quand les Amérindiens, un meurt, on brûle le corps, on abandonne le village. Les Pygmées, c'est la même chose. Quand un de leurs meurt, ils le brûlent sur son lit. Et avec sa case, ils abandonnent la maison parce qu'ils estiment que l'esprit cendré du mort reviendra hanter le village. Les Amérindiens ont les mêmes choses. Donc, mais eux, ils vivent simplement. Regardez ceux qui vivent dans l'Amazonie. Je suis beaucoup les documentaires sur l'Amazonie. Ils n'ont pas trop de problèmes. Mais le problème, ce sont les Blancs qui les amènent. Surtout les Français qui vont foutre du bordel là-bas avec l'exploitation du bois dans l'Amazonie. Parce que la France est le premier
importateurs du bois brésilien là-bas, par exemple, qui est exploité en Amazonie. Mais eux-mêmes, dans la forêt, ils vivent bien. Ils ont tout ce qu'ils ont. La forêt, c'est leur pharmacie. La forêt, c'est leur hypermarché. Je ne dis pas que je prône un retour à l'âge de la pierre polie. Mais vous n'allez pas voir trop d'animosité entre eux. Parce qu'ils sont presque au même pied d'égalité. Les mêmes huttes pratiquement. Le matériel, enfin les matériaux de construction, on les trouve dans la forêt là. Donc ils ne vont pas se haïr. Parce que qu'est-ce qui amène les haines? Mais ce sont ces injustices sociales. Quand on voit quelqu'un, un jeune de rien du tout, qui vient garer à Kingele, il a le dernier VX. Alors qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, il ne faisait rien. À l'école, il était un tétard. On le voit. Et celui qui a fait l'école plus que lui, il est révolté. Il dit, mais comment lui il a fait? Tout simplement parce que il est recto verso, parce qu'il est dans le projet Graine, ou parce qu'il est dans la loge maçonnique, ou parce qu'il fait des crimes rituels. Voilà ce qui amène les rancœurs. Et quand on est simple, on ne peut envier. Remarquez ça. On a peu. Ah. Regardez, moi je prends l'exemple. Dès que j'ai acheté un véhicule, dès que j'ai revendu tout ce que j'avais comme bâtiment au Gabon, j'ai acheté un véhicule. Vous avez vu comment les gens ont commencé à me détester. Comment on a commencé à dire des choses. Sali Bongo qui a acheté la voiture. J'ai tout entendu. Vous avez vu toute la haine qui s'est déchaînée sur moi. Vous avez vu. Je vous prends cet exemple bête. Alors qu'en France, n'importe qui peut avoir un véhicule. C'est pas compliqué. C'est pas comme au Gabon. Mais si j'avais été un simple piéton. Or, les gens oubliaient que dans mon cas, c'est pas juste un plaisir d'avoir un véhicule. Mais parce que ma situation ne me permet pas de me mélanger à n'importe qui dans le train. Parce que dans le train, je pouvais prendre le train en même temps que mes ennemis. Et ils vont me traquer, ils vont m'abattre. Si je n'avais pas mon véhicule, on m'aurait déjà tué. Parce qu'en prenant le train à Paris, par exemple, on allait facilement me localiser. Quelqu'un descend, je descends à une station, mes ennemis aussi descendent. Ils attendent d'être dans un endroit peut-être obscur pour me refroidir. Et je savais que j'irais habiter dans des endroits où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de voiture. Mais regardez toute la haine qui s'est déferlée sur moi. Donc, tout ça, ça part un peu de ces inégalités. Je ne dis pas que moi, à la place d'Ali Bongo, il n'y aurait pas de souffrance. Mais sincèrement, avec le peu de ressources que nous avons au Gabon, moi, à la place d'Ali Bongo, je mettrais les Gabonais à l'aise. Franchement, j'estime que c'est le minimum. J'estime que ce que nous avons comme argent, c'est le fruit des richesses du sous-sol du Gabon. Donc, ça doit profiter à tous les Gabonais. Et moi, j'aspire à une société où chacun a le minimum. Quand chacun a le minimum, on n'a pas besoin d'aller demander, d'aller jouer les esclaves quelque part. Il faut restaurer la dignité des Gabonais. C'est ce que je demande à ces gens. Si Ali Bongo avait fait ça, moi j'allais l'attaquer sur quoi? Si Ali Bongo avait fait de l'émergence au Gabon comme il avait... Mais je n'allais pas avoir des arguments. Mais il est incapable parce qu'il ne connaît même pas diriger sa famille. Ce n'est pas quelqu'un qui était préparé. Le pouvoir se prépare. Mais dans ton enfance, tu n'as pas préparé à diriger les gens. Tu as dirigé qui? Ali Bongo n'a même pour diriger sa famille, même sa famille ne la maîtrise pas. Vous voyez un peu? Donc, je souffre à votre place, je sais. Je n'ai pas peut-être le même problème que vous. C'est parce que je n'ai pas aussi beaucoup de désirs. Mais je sais combien c'est compliqué aujourd'hui au Gabon. L'œil ne porte pas des charges, mais il sait
ce que la tête est capable de porter. L'œil ne porte pas de charge, mais il sait ce que la tête est capable de porter. Nous sommes à l'étranger. Je vous l'ai déjà dit. Moi, en ce qui me concerne, je vais avancer avec ceux qui veulent avancer. S'il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent faire un tandem avec moi pour faire avancer les idées au Gabon, ils sont les bienvenus. Mais moi, les gens qui m'appellent seulement pour faire le Congo, ça, je n'ai plus besoin de ça. C'est bon quoi. Je n'ai pas besoin de Congo ça. Même Ali Bongo, je parle de lui parce qu'il squatte. Une fois qu'il dégage du Gabon, moi je ne parle même plus de lui. Pour moi, ce serait juste un mauvais souvenir. Mais je ne vais même plus chercher à savoir ce qu'il a fait de bien, quel que soit le pouvoir de décision que je peux avoir demain. Parce que je ne peux pas m'attarder sur les victimes. Donc, ensemble, on va essayer de construire une destinée du Gabon. Mais commençons par là où nous sommes. Là où nous sommes à l'étranger, on peut commencer à construire la destinée du Gabon depuis l'étranger. Tous les autres pays qui se sont libérés là, ça s'est passé comme ça. C'est les enfants qui étaient... Parce que considérez les Gabonais aujourd'hui qui sont au Gabon comme des gens qui sont tombés dans un trou profond. Pour qu'ils sortent de ce trou-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'extérieur, qui leur lance une corde et chacun va monter. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez jamais sauver les gens qui sont. Les Gabonais sont dans un trou profond. Il faut que nous qui sommes à l'extérieur, nous soyons capables de leur lancer une corde et comme ça, ils vont s'agripper. Mais pour cela, je vais me mettre avec les gens qui ont à cœur l'avenir du Gabon, avec les gens qui ont les mêmes idées que moi, avec les gens qui ont le même amour du Gabon que moi. Les gens qui ont un autre rythme là, qui veulent s'enrichir vite, qui veulent avoir... Ce ne seraient jamais mes amis. Les gens qui disent, oh, je suis déjà vieux, il me faut que je m'enrichisse. Il faut que... Non, je veux que les Gabonais se battent pour laisser un pays décent à leurs enfants. Je veux que chacun se batte pour que son enfant puisse réussir et qu'il puisse se prendre en charge demain. Pas pour laisser des immeubles, parce que quand vous vous battez pour laisser des immeubles aux enfants, vous êtes obligé de voler parce que les salaires du Gabon ne permettent pas à chaque fonctionnaire ou à chaque salarié de se doter d'un immeuble. Donc, je voudrais, ceux qui partagent cette vision du Gabon avec moi, je serai là et leur coup de fil serait le bienvenu. Maintenant, ceux qui sont là tout simplement pour faire une sorte de sac d'embrouille, ça ne marche plus. Je vous assure que j'ai pris de l'âge et plus j'avance, je prends de la sagesse aussi. Parce que ça fait partie des valeurs qui m'ont été enseignées d'abord en pays d'Issir. Chez mes parents pygmées aussi, j'ai appris ces valeurs-là. Je les développe, c'est vrai que j'ai commencé la vie très tôt. Donc j'avais une certaine immaturité, c'est normal. Mais là, je commence à m'assagir. Et je voudrais donc faire chemin avec les personnes qui ont la même vision que moi. Même si nous sommes deux, mais si on doit pouvoir aller plus loin, alors on fait chemin ensemble. Je veux ceux qui avancent à mon rythme, pas les gens qui veulent s'enrichir vite. Pas ceux qui veulent coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Donc je veux des gens qui avancent à mon rythme. Je disais que je voudrais avoir à faire chemin
avec des personnes qui ont la même vision que moi, des personnes qui avancent à mon rythme, au rythme de mes pensées, pour aller loin dans le cadre de la libération du Gabon. Je ne veux pas être avec les personnes qui sont pressées de s'enrichir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est pressé d'avoir un enfant est obligé d'épouser une femme déjà en grossesse. Donc, moi je veux aller avec ces personnes qui ont de l'amour pour le Gabon, mais qui avancent à mon rythme, qui ne me dévancent pas dans des stratégies malsaines. Non. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme élevait des animaux, et parmi ces animaux, il avait des chiens. Il avait son chien qu'on appelait fait du bien. Et fait du bien avait aussi sa femelle. Et il avait fait donc des chiots. Ils avaient fait des chiots. Donc les chiens de Mumbina ont fait des chiots, ont mis bas. Enfin, la chaîne de Mumbina a mis bas. Mais c'était 4 chiots. Alors, il y avait un petit garçon dans le village. Et ce petit garçon, au cours d'une partie de football, s'était cassé le pied. Il s'était cassé le pied. Alors, il avait besoin d'un chiot. Et le petit garçon là, il a appris que les chiens de Mumbina avaient des chiots. Alors il est parti chez Mumbina. Et il a dit, mon vieux, je suis venu te voir, j'ai appris que toi tu as des chiots ici. Que tu vends. Mumbina a dit, oui, oui, ma chienne a mis bas. J'ai besoin de vendre ça, ça me fait un peu d'argent. Et c'est comme ça que Mumbina a appelé donc sa chaîne. Et dès que la chaîne est sortie, les chiots aussi ont commencé à suivre leur mère. 1 chiot, 2 chiots, 3 chiots qui venaient derrière la mère. Et plus loin, il y avait un chiot qui n'arrivait pas à courir, qui marchait doucement. Et Mumbina proposait donc le premier chiot à l'enfant. L'enfant a dit non, je ne prends pas celui-là. Après, il a proposé le deuxième chiot, il a dit non, je ne prends pas celui-là. Il a proposé le troisième chiot, il dit non, je ne veux pas celui-là. Il dit, je veux celui qui est derrière là-bas. Mumbina a dit, mais toi, si tu vas prendre ça, pourquoi? Regarde, celui-là, il a la patte cassée. Il n'arrive pas à avancer. On a marché sur sa patte, il n'arrive pas à bien marcher. Le jeune homme a dit à Mumbina, il dit, mais grand, c'est ça qui me va même bien. Parce que moi-même, j'ai la patte cassée. Je me suis fracturé le pied au cours d'une partie de football. Le chien aussi a la patte cassée. Donc, il va me comprendre. Il va parler très vite. On va avancer au même rythme. Et on pourra arriver au même moment parce qu'on avancera au même rythme. Moi, c'est le chiot là, qui a la patte cassée, que moi je veux. Il coûte combien? Mumbina a dit, bon, écoute, je te le donne un cadeau parce qu'il a la patte cassée. Et c'est comme ça que le petit a dit, merci mon vieux. Il a pris le chiot à la patte cassée. Ils ont commencé à marcher ensemble. Jusqu'à chez lui. Parce qu'ils avançaient au même rythme. Il faut éviter des amis qui vous dévancent. Des amis qui n'avancent pas au même rythme que vous. Qui vont aller plus vite. Parce que quand ils vont aller trop vite, alors ils font des mauvaises choses. Et après ça se termine mal. Ça se termine mal. Alors, prenez les gens qui avancent au même rythme que vous. Et comme ça, on va aller loin. Alors, les patriotes sont les bienvenus dans mon univers. Nous allons continuer à avancer ensemble vers cette grande destinée que nous sommes en train de construire brique par brique et parfois avec les pierres qu'on nous lance. C'est ça aussi la sagesse. Merci de m'avoir reçu chez vous. À partir d'aujourd'hui, ne prenez plus mon silence comme de la complicité à ce qui se passe au Gabon. Vous devez tout simplement savoir que
L'oiseau qui construit son nid ne chante pas. L'oiseau qui construit son nid ne chante pas. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et surtout, passez une excellente soirée. Bonsoir. Gasolina, wangi mame, pinya wangi mo